exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Chimère Diop, Birahim Touré. Bon réveil matinal. Les titres de cette édition, oui, la corruption gangrène la magistrature et ce n'est pas une raison de tenter de nous museler sur ce débat. Propos du bâtonnier de l'ordre des avocats qui confirme donc les soupçons de maître Mame Adama Gueye il y a quelques semaines. Les avocats ont décidé de se solidariser avec leurs confrères. Il y va de la survie de ce corps selon maître Ahmed Ba. Confiscation des acquis démocratiques, l'opposition, le cadre de concertation des leaders de l'opposition sonne la mobilisation et prépare à charger. Rendez-vous est donné devant l'hémicycle le 25 novembre prochain pour un face-à-face avec l'histoire, mot d'ordre donné hier face à la presse. La RMP qualifie d'allégation sans fondement la sortie hier du Forum civil, il y a 2 jours donc, du Forum civil qui s'offusquait du retard de la publication des résultats d'audit de 2013 et 2014. L'autorité de régulation des marchés publics affirme que ces rapports sont sur la table des autorités. Il s'agit juste d'éviter une mauvaise appréciation et une mauvaise exploitation de sa publication. À suivre la page des sports, comme tous les matins, la revue de la presse de Fabrice Ngema. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue. L'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal. Nous démarrons avec le Conseil de l'Ordre des avocats du Sénégal qui prend fait et cause pour maître Mame Adama Gueye dans ce qu'il confie d'appeler la guerre que ce dernier a ouvert contre ceux qu'il appelle des magistrats corrompus. Dans un communiqué repris par certains quotidiens de la place, le bâtonnier de l'Ordre des avocats demande à ses confrères de se mettre en ordre de bataille car, je le cite, la profession pourrait dans les prochains jours avoir à faire face à ce qu'il faut qualifier d'agression caractérisée. Fin de citation. Le Conseil réagit ainsi après la sommation interpellative adressée par l'Union des magistrats du Sénégal à maître Mame Adama Gueye, une tentative d'humilier l'ancien bâtonnier mais aussi de museler les avocats dans le but d'éviter tout débat sur un fléau qui gangrène la justice, selon maître Ahmed Ba, qui confirme donc l'existence de pratiques de corruption dans la magistrature. Nous y reviendrons bien entendu dans nos toutes prochaines éditions. Le cadre de concertation des leaders de l'opposition appelle les populations à venir les soutenir à la place Soweto lors de la plénière du 25 novembre prochain. Ainsi, le cadre est déterminé à continuer la lutte pour une reconnaissance de leur groupe parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale a été de nouveau saisi sur la légitimité de ce groupe. Le cadre de concertation des leaders de l'opposition a fait face à la presse hier après-midi. C'est un compte rendu de Ndeye Khady Diouf. Le cadre de concertation des leaders de l'opposition continue la lutte contre ce qu'elle considère comme un recul démocratique et invite les populations à un soutien le 25 prochain, jour de plénière à l'Assemblée nationale. Déthié Fall, coordonnateur des cadres de Rewmi. Le cadre de concertation de l'opposition, constatant la forfaiture commise au Parlement pour atteindre ce sinistre objectif consistant à violer la loi et la tradition parlementaire au Sénégal pour empêcher l'opposition d'avoir un groupe parlementaire, invite tous les Sénégalais à la plénière qui va se tenir à l'Assemblée nationale le 25 novembre 2015 à partir de 10h. Sur ce combat, le président de l'Assemblée nationale a de nouveau été saisi. Omar Sarr, coordonnateur du PDS. Nous avons quand même eu à faire des actions supplémentaires pour montrer au président de l'Assemblée nationale que dans le groupe initial, il y a une majorité très forte. Nous avons, par voie d'huissier, fait constater encore que notre majorité est là. Selon les leaders de l'opposition, Modou Diagne Fada est loin de disposer d'un groupe parlementaire et leur combat est loin d'être celui d'un politicien, vu que leur situation est même dénoncée par certains de la mouvance présidentielle. Nous parlons de cette affaire des frondeurs du Parti démocratique sénégalais avec les libéraux de Bignona qui se rangent derrière la décision du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et réclament la tête de Modou Diagne Fada et compagnie. Les libéraux de Bignona étaient en assemblée générale hier dans la capitale du Foni. Le docteur Ibrahima Tito Tamba, secrétaire national chargé de la solidarité du PDS, le porte-parole. Je vous propose de l'écouter. Oui, par rapport à la situation nationale du Parti démocratique sénégalais, on se dit qu'il était urgent que le département de Bignona se réunisse d'abord pour réfléchir sur la situation nationale, mais aussi pour parler ensemble, adopter ensemble une résolution par rapport à la situation de l'heure. Donc au niveau national, vous n'êtes pas sans savoir que la situation actuelle à l'Assemblée nationale pose problème, mais nous, Bignona, on
aujourd'hui, nous sommes réunis pour échanger, voir dans quelle mesure nous pourrons adopter une résolution commune par rapport à l'exclusion de notre frère Moundiane Fada. Et effectivement, par rapport à la prise de parole, les gens pour l'exclusion de notre frère Moundiane Fada, définitivement du Parti démocratique sénégalais. Mesdames parties, les personnes qui ont eu à parler, on montre la voix. Donc nous sommes derrière le parti, c'est que le parti dit ce qu'on a dit. Rien d'autre. Nous sommes avec le Parti démocratique sénégalais. Sur un autre sujet, les libéraux de Bignona réclament également à Macky Sall la libération immédiate et sans condition du secrétaire général national de l'UJTL, Toussaint Manga, depuis déjà 8 mois en prison. Il compte élaborer une feuille de route jusqu'à la libération de ce dernier. Le docteur Ibrahim Tamba, il est toujours avec notre correspondant. Mais Toussaint Manga, depuis 8 mois, il est en prison. Macky ne le juge pas, ne le libère pas. Donc les délais légaux sont expirés depuis longtemps. On ne sait pas pourquoi Macky ne le juge pas. Donc il faudrait que Macky aussi, parce que Toussaint est un père de famille. La détention de Toussaint Manga est une détention carrément arbitraire. Toussaint Manga est un détenu politique. Donc il est là-bas pour des raisons politiques. Donc le député Barthélémy a tué de son enfant une personne, mais il n'est pas inquiété. Mais d'autres personnes et d'autres. Donc nous demandons à Macky Sall, il ne faudrait pas se jouer les personnes de la Casamance. Donc en tout cas, nous avons pris une décision ensemble, en collaboration avec nos autres frères des autres régions, de vraiment dresser ensemble une feuille de route, et nous allons mettre en œuvre cette feuille de route jusqu'à la libération de Toussaint Manga. Awa Diop, des plus vice-présidente du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, en tout cas ce groupe dirigé par Moundiane Fada à l'Assemblée nationale, elle a démissionné de ce poste tout en restant membre du groupe. Awa Diop est remplacée par la députée Fatou Thiam suite à une décision prise lors d'une réunion hier. Fatou Thiam, la nouvelle vice-présidente du groupe parlementaire dirigé par Moundiane Fada, propos recueillis par Simon Faye. Tout s'est très bien passé d'ailleurs. On a tenu une très bonne réunion. Ils ont décidé à l'unanimité que je sois vice-président du groupe. Je les en remercie. Et je vais essayer de tout faire pour ne pas le décevoir. Mais votre collègue député Awa Diop reste toujours dans le groupe de Moundiane Fada. Bien sûr, elle a réaffirmé son soutien et a décidé de continuer à nous accompagner. Et après notre moment à tous, donc elle est toujours dans le groupe de Moundiane Fada. Pour vous, c'est un autre engagement et un nouveau défi politique personnel? Je l'ai dit à la fois et je vais essayer de relever. Je ne souhaiterais pas de devoir mes collègues. Ça me galvanisera davantage à porter le combat et à faire face à ce régime pour voter notre salon de pouvoir. Je vais davantage travailler à l'Assemblée et surtout de montrer carrément que je suis de l'opposition et que les populations qui m'ont élu ne soient pas déçues de m'avoir élu. Le Parti socialiste face aux défis économiques, politiques et sociaux au Sénégal et en Afrique, ce sera le thème de l'université d'été du Parti socialiste les 21 et 20 novembre prochains. Durant ces 2 jours, il sera question d'échanges, de réflexion, mais également de formation sur la doctrine socialiste. Université d'été qui sera également marquée par le cours inaugural du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanordien. Le secrétariat exécutif national du PS a fait face à la presse hier après-midi pour présenter le programme. Il est exactement 7h passées de 10 minutes. L'ARMP qualifie d'allégation sans fondement la sortie il y a 2 jours du Forum civil qui s'offusquait du retard de la publication des résultats des audits de 2013 et 2014. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, l'autorité de régulation des marchés publics affirme que les 10 rapports sont sur la table des autorités compétentes et le retard noté dans leur publication s'explique tout simplement par la volonté d'éviter une mauvaise exploitation par les hommes politiques mais aussi la presse. C'est un compte rendu de Pape Chassila. Forum civil, l'ARMP est en train de bloquer la publication de son rapport annuel 2014. Et pire, l'ARMP est en train de passer sous silence les audits des gestions 2013 et 2014 des marchés publics. ARMP, ces allégations sont sans fondement et méritent des précisions. Un nouveau format de restitution publique à travers la tenue prochaine d'un séminaire national de partage sur les pratiques en cours dans les marchés publics à l'intention des autorités contractantes qui étaient absentes lors des précédentes séances de restitution. Un passage de son communiqué que l'ARMP a tenu à souligner. Toujours dans son communiqué, l'ARMP rapporte que son rapport annuel ainsi que les rapports d'audit, les procédures de marché des autorités contractantes sont déjà élaborés. Ces rapports ont été transmis à qui de droit et leur publication sur le site des marchés publics ne saurait souffrir d'aucun manquement vis-à-vis de la
la réglementation. Le souci de l'institution dans cet exercice est d'éviter de mettre en avant le déballage, l'amalgame et le sensationnel qui ont fini de porter atteinte à la dignité et à l'honorabilité de personnes responsables des marchés au détriment de l'objectif d'amélioration du système. Dans le reste de l'actualité à Pékin, les ex-travailleurs des 4 agences dissoutes que sont l'ANAMA, l'ANEJ, la FEJBAN et la FNPJ poursuivent leur grève de la faim. Une femme a même été évacuée à l'hôpital hier soir, mais malgré la fatigue, ces ex-agents sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur lutte. Ils exigent leur réintégration ou moins une intégration dans la fonction publique et le paiement de leurs indemnités. Un reportage d'Younous Baldé. Ils sont dans une salle au premier étage au siège des Copen. Certains manipulent leur portable, d'autres sont couchés sur des nattes au fond du couloir. 3 grévistes sont assis, tous affichent des visages fatigués, mais la détermination et l'engagement sont là. On veut continuer les revendications jusqu'à avoir gain de cause. L'acte 1, c'est le redéploiement des agents. L'acte 2, c'est le paiement des indemnités. Une femme a été évacuée à l'hôpital hier soir, malade. Elle ne pouvait plus supporter la faim. Elle est sous perfusion, nous dit Mariam Gone Diop. Elle est malade, elle suit un traitement, elle a refusé de prendre les médicaments. Donc c'est à ce soir même qu'on lui a donné les médicaments et comme elle ne mange pas, la réaction ne devient pas positive. Le maire de la ville de Pékin et quelques députés de l'APR ont rendu visite aux grévistes, mais leurs discours n'ont pas convaincu les grévistes. Ils sont formels, il y en a assez des promesses. Ce qu'on veut, qu'il y ait un résultat positif par rapport à notre revendication. Depuis mardi dernier, les ex-travailleurs des 4 agences dissoutes observent une grève de la faim illimitée. Ils réclament entre autres leur intégration dans la fonction publique et le paiement de leur indemnité. Pékin Nord, Younous Baldé, Zik FM. Nous restons à Pékin. La tension est toujours perceptible au marché central aux poissons. Les marailleurs du Sénégal dénoncent le transfèrement du marché Le Diola qui se trouve au marché aux poissons à la commune de Dalifort. Selon ces marailleurs, c'est une mesure inopportune car le marché Le Diola et le marché aux poissons sont 2 endroits indissociables. Ils ont tenu une assemblée générale pour mettre en garde les pouvoirs publics. Maria Mafay, responsable des femmes vendeuses au marché Le Diola, propos recueillis par Younous Baldé. Si on nous parle de l'acte 3 de la décentralisation, nous sommes des illettrés. Mais nous sommes les derniers à crier sur l'acte 3 de la décentralisation. Nous demandons au chef de l'État qu'il soit vigilant et qu'il revoie ces techniciens, ce qu'ils l'ont fait. Je ne peux pas admettre 4 quarts du marché, les 4 murs du marché central aux poissons. On le divise en 4 parties. Le quart aille à Dalifort, les 3 quarts restent au marché central aux poissons. C'est du jamais vu. Ça nous fait vraiment mal au cœur. Qu'ils demandent à ces techniciens de nous laisser ici. Les maires des comités d'arrondissement, qu'ils aillent en dehors du Sénégal chercher des partenaires qui vont développer leur commune. Or, ce marché-ci ne peut pas développer leur commune. Indépendamment des fonds de Moustapha Diop qu'il nous avait promis, le collectif a amené d'autres fonds. Nous aussi, on est dans d'autres banques. Nous sommes en train de travailler tranquillement. On a tissé un bon pan qu'ils nous laissent en paix. En plus bref, le projet Wecho a été choisi comme meilleur projet du concours Jigen City, une initiative de la cellule genre du ministère des Télécommunications et des Postes qui vise à renforcer la capacité d'innovation des jeunes filles. 10 projets ont été présentés et les meilleurs feront l'objet d'accompagnement pour leur réalisation. Parlons éducation toujours avec la commune de Malika qui vient d'enregistrer un nouveau lycée, c'est celui de l'Institut Marie Grignon avec ses 12 salles de cours, une bibliothèque et 2 salles d'informatique. Cet établissement qui va grandement contribuer au renforcement du système éducatif dans la banlieue a été inauguré hier par l'archevêque de Dakar. Compte rendu à Malika, Idriss Ademi. C'est un nouveau bâtiment R+2 de 12 salles de classe. Le baptiste par le supérieur provincial des frères de Saint-Gabriel et le lycée de l'Institut Marie Grignon de Malika. Cet établissement nouvellement acquis va permettre de fixer les élèves frères Jean-Marie Ndour. Les élèves sont souvent obligés de faire plusieurs kilomètres, de se réveiller tôt le matin pour aller au centre-ville. Alors on veut leur mettre ici, dans la banlieue de Dakar, des institutions dignes de ce nom, capables de les accueillir et où ils n'auront rien à envier à leurs camarades de centre-ville. Après avoir inauguré le lycée et visité la bibliothèque et les 2 salles informatiques, le chef de l'église catholique au Sénégal pense à une nouvelle approche dans les écoles. Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Il faut que notre école change progressivement de démarche.
Il faut aider l'élève qui entre à découvrir ses aptitudes pour les mettre au maximum en valeur. De telle sorte que quand l'enfant finit sa formation, il n'est pas dans la situation de chercher un travail. Au contraire, compte tenu de tout ce qu'il a eu, c'est lui qui va créer du travail. Et c'est comme cela que nous pouvons transformer notre pays. Ce lycée, fruit de la coopération entre le Sénégal et la France, va impacter positivement sur l'éducation au niveau de la banlieue. Si l'on sait que plus de 2000 lycéens de la zone de recasement cherchent désespérément des classes. Idrissa Diémé à Malika, Zik FM. Lutter contre la pauvreté dans la région de Kaffrine, il faudrait d'abord s'appuyer sur deux leviers, les voies de communication. L'énergie, c'est également la conviction du président du conseil départemental de la localité en réunion d'harmonisation et de partage entre le FONGIP et les élus locaux sur les infrastructures et équipements de base. Adam Diouf soutient que sa localité est confrontée à un problème de piste de production, d'insécurité, mais également d'équipements primaires, d'eau, d'électricité, entre autres. Correspondance par Radiassé. De profonds débats ont nourri cet atelier d'harmonisation et d'échange avec les élus locaux de la région de Kaffrine en vue de réfléchir sur les mécanismes à mettre sur pied afin de créer une économie locale avec des infrastructures et équipements de base. Ceci dans le cadre du programme d'urgence pour le développement communautaire. Doudouka, administrateur général du FONGIB. Le PUDC, c'est 400 milliards d'investissements et la première phase, c'est 113 milliards. Et dans ces 113 milliards, pour la région de Kaffrine, il y aura 312 équipements pour une valeur de 570 millions de francs. Kaffrine, une jeune région aux diverses potentialités. Dans cette circonscription, les attentes sont fortes en matière de développement, dira le président du conseil départemental, Adam Diouf. Pour lutter contre la pauvreté, il faut actionner sur deux leviers. Les voies de communication dans le bassin centre sont pertinentes parce que nous devons écouler nos produits sur les pistes rurales. Le deuxième intrant important pour lutter contre la pauvreté, c'est l'énergie. Il faut la sécurité pour les populations, les équipements primaires, l'électrification rurale, l'eau. Représentant les maires à cet atelier de partage, le premier magistrat de la ville de Kaffrine exprime sa gratitude et s'engage en accord avec le FONGIP pour la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base. Abdoulaye Wilane. Au-delà des délibérations, nous avons aussi pris l'engagement de ne pas prêter le plan en matière de politisation de ce qui va être fait dans le cadre du PUDC. Nous devons, nous, collecteurs locaux, conseils départementaux, comme maires de la région de Kaffrine, faire le travail qu'il faut pour que ce qui doit être fait le soit dans les règles de l'art, dans la transparence, l'efficience. Zik FM à Kaffrine, Faradiassé. Nous en arrivons à la page des sports avec quelques éléments, notamment sur le football avec la composition des poules des éliminatoires du Mondial 2018 de la FIFA qui a officialisé les chapeaux du tirage au sort du troisième tour, un tirage au sort qui doit se tenir le 28 novembre prochain. Ce sera à Saint-Pétersbourg en Russie. Ainsi, le Sénégal est dans le pot 1 avec entre autres avec plutôt l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous retrouvons dans le pot 2 le Cameroun, le Congo, la Guinée, la RD Congo et la Tunisie. Dans le pot 3, on retrouve l'Égypte, le Mali, le Nigeria, l'Ouganda et la Zambie. Dans le pot 4, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Gabon, la Libye et le Maroc. Bien entendu, concernant le tirage au sort, les différentes équipes seront mélangées pour voir qui va affronter qui. Ce sera à partir du 28 novembre prochain, tirage au sort qui se déroulera à Saint-Pétersbourg. Nous parlons à présent de tout à fait autre chose avec le Comité national olympique sénégalais qui a signé un partenariat avec le Comité national olympique italien sous forme d'un mémorandum. Cela va permettre aux athlètes sénégalais qualifiés aux Jeux olympiques de Rio 2016 de bénéficier d'une bonne préparation en Italie, un partenariat qui permet au sport sénégalais d'avoir beaucoup d'opportunités. Selon le président de CIO Diagne du CNOS, plutôt, le voici avec Fatima Sina. Les objectifs, c'est de pouvoir leur trouver des camps de préparation avant les JO, comme tous les comités olympiques du monde. Et déjà, on sait qu'on les a. Ça, c'est déjà un gros souci en moins. En attendant d'autres qualifiés. Maintenant, si d'autres pays nous accordent leur coopération, on est demandeur. Les équipes, en tout cas au plan athlète du terme, puissent évoluer dans des bonnes conditions pour des bons résultats que nous attendons. Je crois que c'est exactement ça. La médaille, malheureusement, moi je ne cours pas, mais on le souhaite pour tous nos qualifiés, hein, et on en a en tout cas on en a l'envie.
C'est le plus important et on est en train de faire de rendre possible cette envie-là, c'est-à-dire en les mettant dans de bonnes conditions de préparation. Le président du GRAS, Yann Ndiaye, qui sur notre sujet réaffirme son soutien à l'ancien président de l'IAF. Ainsi, la présomption d'innocence est aujourd'hui plus que d'actualité. Les propos de Yann Ndiaye, toujours avec Fatima Silla. Tant que ta culpabilité n'a pas été validée par les juges, chaque homme, chaque femme est innocent. Et je constate que quand il s'est agi de Platini, le gouvernement français, le Premier ministre, le président de la République l'ont soutenu fortement. Alors que Lamine Diack, on ne peut pas dire qu'il a dit, comme Platini l'a reconnu lui-même, j'ai pris 2 millions, on lui a dit mais où est le contrat? Il dit non, c'est d'homme à homme. Je ne pensais pas que dans le droit positif suisse, français, américain, anglais, sénégalais, ça n'existe pas. Je veux dire, maintenant, l'affaire est en cours de traitement. Moi, je ne suis pas juge, mais pour ce qui est de Lamine Diack, évidemment, je crois que dans la plénitude du terme, vous avez lu le communiqué du comité olympique. Et je crois qu'il ne faut pas... en matière de justice, il faut savoir avoir de la retenue. Parce que faire de la spéculation, ça ne sert à rien. Justement, nous reparlons de cette affaire avec l'Agence mondiale antidopage réunie à Colorado Springs qui déclare que l'agence russe antidopage est non conforme. La décision de l'AMA était largement anticipée et faisait partie des recommandations contenues dans le rapport indépendant sur le dopage dans l'athlétisme russe rédigé par l'ancien président de la structure, Dick Pound. De ce fait, la Russie ne peut plus organiser d'événements sportifs internationaux. Outre la Russie, Andorre, Israël, l'Argentine, la Bolivie et l'Ukraine ont été également déclarés non conformes. Il est exactement 7h25.